Donc avant le bleu du ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, la lumière qui nous vient du soleil, c'est une lumière qui a l'air blanche pour nous. Et en fait, c'est un mélange de différentes couleurs, ce que les physiciens appellent les longueurs d'onde. Et quand on voit le phénomène d'arc-en-ciel, eh bien on voit très bien les couleurs successives qui composent ce qu'on appelle le spectre de la lumière. Alors on distingue traditionnellement 7 couleurs: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. L'indigo, c'est une espèce de bleu intermédiaire entre le bleu et le violet. C'était pour faire le chiffre 7. Ça a toujours été un peu magique. Donc ça faisait mieux que d'en mettre que 6. Et en fait, il y en a des milliers de couleurs avec une gradation continue. Et sur l'image du spectre qui est sur le mur à votre gauche, là, vous avez effectivement, vous voyez très bien qu'il y a une continuité dans les couleurs avec de grandes variations. Lorsque vous regardez l'arc-en-ciel, si les conditions s'y prêtent, vous voyez qu'il y en a un deuxième dans lequel les couleurs sont dans l'ordre inverse. Ici, vous avez, en partant de l'extérieur de l'arc vers l'intérieur, du rouge jusqu'au violet. Et là, vous voyez que c'est du rouge jusqu'au violet, en allant au contraire dans l'autre sens. Alors, d'où ça vient, ça? Eh bien, en fait, l'arc-en-ciel provient de la décomposition de la lumière dans les gouttes d'eau. C'est le phénomène de réfraction. Donc si vous regardez ce qui se passe dans une goutte qui a été grossie ici exagérément, la lumière arrive et les différentes couleurs ne se propagent pas suivant le même angle, c'est-à-dire qu'il y a un angle différent entre les rayons rouges et les rayons bleus, et puis bien sûr les jaunes et les verts sont intermédiaires, il y a le violet après, donc là on en a mis 3 pour que ce ne soit pas trop confus. Vous voyez ce qui se passe après, la lumière se réfléchit à l'intérieur de la goutte, alors il y en a une partie qui ressort, hein. Là, on vous montre simplement la partie qui continue sa course et qui ressort avec encore un changement d'angle qui va être différent suivant la couleur. Et donc le résultat, c'est que vous voyez une dispersion des couleurs à l'intérieur de la goutte d'eau. Et suivant où vous êtes placé par rapport aux gouttes d'eau, vous voyez que certaines gouttes vous renverront vers votre œil du bleu, d'autres du jaune, d'autres du rouge, et ainsi de suite. Donc vous voyez l'arc-en-ciel dans le ciel. Et pour voir l'arc-en-ciel, vous voyez la configuration qu'il faut. Il faut que la lumière arrive dans votre dos. Vous êtes par ici, par exemple, vous regardez vers le ciel, vous voyez arriver la lumière et vous avez le soleil qui est dans le dos. C'est pour ça qu'on voit surtout le matin ou plutôt en fin de journée, parce que c'est en général à ce moment-là les conditions les plus faciles. Et quand on a donc des gouttes d'eau dans le ciel et que l'on a le soleil dans le dos, on voit très bien l'arc-en-ciel. L'arc secondaire, celui qui a les couleurs en ordre inverse, il est produit aussi par la réfraction de la lumière dans les gouttes, mais vous voyez, c'est à la suite d'une double réflexion interne, une première ici, une deuxième là, et les couleurs sortent dans l'ordre inverse, puisqu'il y a eu cette double réflexion, avec chaque fois, bien sûr, de la lumière qui part. Hein. On vous montre sur le schéma que la lumière qui nous intéresse, puisque c'est celle qui arrive à votre œil, et la lumière qui est partie, eh bien, ça veut dire que ça va être beaucoup moins lumineux à la sortie. Et ça explique pourquoi le deuxième arc est beaucoup moins lumineux, parce qu'il y a une bonne partie de la lumière qui a été perdue, qui est sortie des gouttes d'eau sans être réfléchie à l'intérieur ici. Donc, le deuxième arc, on ne le voit pas tout le temps parce qu'il faut un bon contraste, il faut de bonnes conditions, mais pensez-y, souvent quand on voit l'arc-en-ciel, on oublie de prêter attention à l'arc secondaire, mais il est très bien visible. Donc en bas, c'est simplement un rappel donc, du spectre complet de la lumière visible. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, le fameux indigo et le violet. Et vous avez l'ultraviolet si vous allez vers les longueurs d'onde les plus courtes. Et de l'autre côté, vers les longueurs d'onde les plus grandes, vous avez au contraire l'infrarouge. Alors pourquoi le ciel est bleu dans la journée? Ça, c'est dû à une propriété particulière de la lumière, qui est qu'elle se disperse plus ou moins dans l'atmosphère, tout simplement dans son trajet, et suivant les molécules qu'elle rencontre. Alors ça peut être aussi de la poussière, mais c'est surtout les composants les plus fins de l'atmosphère, donc en l'occurrence les molécules d'oxygène et d'azote, qui diffusent la lumière, alors, suivant des lois de diffusion qu'un Anglais qui s'appelait M. Rayleigh, Lord Rayleigh, a établi, et on appelle ça la diffusion Rayleigh. Et il avait montré que les courtes longueurs d'onde étaient beaucoup plus diffusées par les molécules de l'atmosphère. Donc les courtes longueurs d'onde, c'est la lumière bleue, enfin encore plus courte, la lumière violette, et les longueurs d'onde les plus longues, c'est la lumière rouge.
Donc la lumière rouge, elle est beaucoup moins diffusée, ça veut dire qu'elle filera en ligne droite jusqu'à votre œil beaucoup plus efficacement, alors que la lumière bleue, elle, va partir un peu dans toutes les directions, elle est diffusée un peu de partout. Et ça vous explique ça pourquoi le soir, vous voyez le soleil se coucher avec une teinte orange ou même carrément rouge, et c'est pareil pour la lune, hein. Ou si vous la voyez se lever aussi, hein, même chose, on voit souvent la belle lune orange qui se lève, tout simplement parce que dans le trajet tout le long de l'atmosphère, les rayons lumineux ont été diffusés, surtout ceux de la lumière bleue. Et les rayons de couleur d'onde, de longueur d'onde plus grande, donc de couleur plus rouge ou orangée, eux auront été beaucoup moins diffusés, donc vont parvenir plus efficacement à votre œil. Donc le résultat, c'est que vous verrez toujours plus de lumière rouge ou orange en provenance de l'astre qui se couche ou qui se lève, et ça explique très bien ces différences de couleurs qui sont particulièrement notables, surtout quand l'atmosphère est un peu brumeuse. Donc voilà, c'est la couleur orange. Alors, le bleu où il est passé, eh bien, il a tout simplement servi à fabriquer du ciel bleu aux gens qui sont beaucoup plus à l'ouest, si vous regardez un soleil couchant. Donc les gens qui sont plus à l'ouest, eh bien, eux, ils ont profité de la diffusion de la lumière par l'atmosphère. Et vous avez le reste, on peut dire, des rayons lumineux qui arrivent, et en l'occurrence le rouge et l'orange. D'ailleurs, on voit que c'est dégradé comme ça. Et à la limite, c'est pareil pour tout astre, et une étoile va se retrouver étalée à l'horizon sous forme d'un petit spectre de couleurs, avec toutes les couleurs qu'on a vues tout à l'heure, qui vont être étalées à la verticale. Alors qu'est-ce que le fameux rayon vert? Vous en avez sûrement entendu parler, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la chance de le voir, parfois parce qu'on n'y fait pas attention. Alors on appelle ça le rayon vert, on devrait appeler ça le point vert ou le flash vert. C'est le dernier point du soleil qui est visible à l'horizon quand il se couche. Et ça, c'est une vraie photo. Alors, on peut voir ce vert émeraude pendant à peu près 1 ou 2 secondes. C'est quand même assez fugitif, il faut vraiment bien surveiller. On peut le voir à l'œil nu, c'est encore mieux avec des jumelles. Et au moment où il se couche, c'est pas du tout dangereux de regarder le soleil quand il y a vraiment un petit point à l'horizon, surtout quand il y a un peu de brume. On peut regarder sans danger. Là, on voit un peu mieux le phénomène. On voit une partie du disque du soleil qui affleure à l'horizon. Donc rappelez-vous ce qu'on disait, la réfraction par l'atmosphère qui joue le rôle d'un prisme décompose la lumière des astres qui sont près de l'horizon, et ça fait un petit spectre avec toutes les couleurs que vous avez vues dans l'arc-en-ciel, qui sont étalées comme ça. Mais rappelez-vous, comme le bleu et le violet sont diffusés de manière extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que le rouge ou l'orange. Alors pour les amateurs de mathématiques, la loi physique de diffusion, elle joue en raison de la puissance 4 de la longueur d'onde, ce qui veut dire qu'entre le bleu et le rouge, vous avez un facteur 2 en longueur d'onde, 2 à la puissance 4, ça vous fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc c'est 16 fois plus efficace la dispersion de la lumière dans le bleu, la diffusion, que dans le rouge. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand vous regardez le soleil se coucher, eh bien vous n'avez pratiquement plus de lumière bleue qui arrive. Alors il arrive encore un peu de vert qui réussit à passer, et comme la lumière est courbée par l'atmosphère qui joue le rôle d'un prisme, les derniers rayons qui vont arriver à votre œil, ça sera des rayons de couleur verte, d'où cette appellation de rayon. Mais idéalement, vous voyez, ça devrait être le violet qui est au-dessus quand on suit le spectre, mais lui il a été tellement diffusé dans l'atmosphère qu'il ne parvient pas à arriver à votre œil. Alors qu'est-ce qu'il faut pour réussir à voir ce fameux rayon vert? Il faut une atmosphère quand même assez transparente, il ne faut pas qu'il y ait trop de brume ou de nuages. Un peu de brume, comme c'est le cas sur ce cliché, ça va, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et puis il faut avoir une vision de l'horizon lointain, très dégagée. Donc si on est en montagne, c'est plus pratique, c'est plus facile, mais du bord de mer, on peut le voir. J'ai même réussi à le voir de la plage de Carreau, donc à côté de la couronne de Marseille, très près de Martigues, et donc je n'étais pas dans une position tellement élevée, hein, juste debout sur mes pattes. Vous voyez, à 2 mètres d'altitude, on arrive déjà à voir le rayon vert juste à l'horizon, mais il faut que l'atmosphère soit bien transparente, qu'il n'y ait pas le moindre nuage. En tout cas, pensez-y, et à l'avenir, essayez de guetter ce fameux rayon vert toutes les fois où vous verrez le soleil couchant, et vous vous trouverez dans une situation où vous avez l'horizon qui est très lointain.
Alors, la lune rousse, vous en avez sûrement entendu parler, qu'est-ce que c'est? Et souvent, on voit la lune se lever ou se coucher avec une belle couleur orangée comme ça, presque aussi spectaculaire que lorsqu'elle est éclipsée. Mais en fait, on appelle ça, ce qu'on appelle la lune rousse, c'est une pleine lune au printemps, de préférence au mois d'avril. Et pourquoi on a baptisé la lune rousse comme ça? En fait, c'est pas tellement la couleur, c'est parce qu'elle est censée roussir les végétaux, parce que vous avez de fortes gelées à ce moment-là. Mais ces fortes gelées n'ont aucun rapport avec la lune. Ce qui se passe, c'est que le fait que vous ayez une lune très brillante, au moment en particulier où elle est pleine et où on la voit très haute dans le ciel, c'est la traduction de la transparence de l'atmosphère. Le fait que l'atmosphère soit très claire, très transparente, ben, ça va faire que la lune va paraître extrêmement brillante. Et comme l'atmosphère va être très claire, très transparente, la chaleur accumulée pendant la journée par le sol va irradier vers le ciel, donc ça va repartir et ça va rayonner entièrement et le sol va se refroidir. Donc dès que l'atmosphère est très transparente, il y a des gelées très fortes, forcément il n'y a plus de couverture nuageuse pour maintenir la chaleur accumulée pendant la journée. Donc ça c'est un phénomène qui est très classique. Plus le ciel est clair, et ça on le voit bien en Provence, quand il y a des journées de mistral d'hiver, il fait extrêmement froid, l'atmosphère est très claire et il y a des gelées extrêmement fortes. Donc le fait que les végétaux apparaissent roussis par le gel, ça a donné cette appellation de lune rousse dans l'appellation populaire, mais ça n'est pas lié directement à sa couleur, qui elle, que vous pouvez voir à tout moment de l'année. Cette semaine encore, j'ai vu la lune se lever, la pleine lune se lever, qui était, la semaine dernière, qui était orange, qui faisait un joli disque très coloré. Et ça, c'est uniquement donc, le phénomène que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir que la lumière bleue étant diffusée tout le long du parcours dans l'atmosphère, les rayons qui arrivent à votre œil, ce sont essentiellement les rayons rouge, orange et jaune, et ça vous fait donc un mélange avec une belle couleur orangée. Alors un autre phénomène très coloré, on va dans les régions nordiques, ici c'est en Islande que j'ai pu faire ces photos au mois de mars, ce sont les fameuses aurores boréales qui sont directement liées à l'activité du soleil. On vous en a parlé tout à l'heure, le soleil a un cycle d'activité de 11 ans, il est passé par le maximum en 2012, 2013, et là il aurait dû être en train de descendre, il se réactive, donc il a une activité soutenue, bien qu'elle soit moins forte que lors des cycles précédents, l'activité reste soutenue. Et lorsque vous avez les protubérances que l'on a vues tout à l'heure sur les images en direct, ces protubérances qui d'un coup s'ouvrent et carrément dispersent la matière électrisée dans tout le système solaire, en particulier sur la Terre, eh bien vous avez des particules chargées qui arrivent dans notre atmosphère, qui sont attirées vers les régions polaires, aussi bien nord que sud, et lorsque ces charges électriques vont descendre vers les pôles en suivant une ligne en spirale, donc ça ce sont les lois de la physique qui vous l'enseignent, eh bien elles vont frictionner l'atmosphère terrestre et la faire briller avec ses couleurs caractéristiques. Alors, à haute altitude, puisque c'est à peu près une centaine de kilomètres ici pour le vert et à peu près 200 km pour le rouge, vous n'avez plus de molécules, l'oxygène et l'azote qui nous sont familiers ici au niveau où on se trouve à barrage, à cette altitude-là, ce ne sont que des atomes, donc les molécules sont dissociées, vous avez oxygène et azote. L'oxygène va donner la couleur verte, la couleur rouge c'est autour de 200 km d'altitude, et vous avez l'azote qui participe aussi aux couleurs des aurores boréales et qui donne, lui, du bleu, que l'on ne voit pas sur cette image, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez, disons, d'azote excité par les charges électriques pour apparaître de manière visible, et vous avez aussi du rouge, donc qui peut se mélanger avec le rouge de l'oxygène et qui sera bien difficile à distinguer sur de simples images comme ça. Il faut faire un spectre, donc décomposer la lumière avec des appareils spécifiques pour le voir. Donc une autre image qui vous permet de comprendre où se forment les aurores boréales, vous voyez ici, il y a un arc auroral, donc ces particules chargées qui arrivent du ciel, qui arrivent du soleil au moment des éruptions solaires, se dispersent sur Terre autour des deux régions, autour des pôles magnétiques. Vous voyez que ce n'est pas centré sur le pôle géographique, le pôle magnétique qui est ici au nord du Groenland. Et donc vous avez tout un arc le long duquel se forment les aurores boréales. Vous voyez que ça passe ici sur l'Islande.
le Groenland, l'Islande, vous avez tout le nord ici de la péninsule scandinave, donc Norvège, Suède, Finlande, et vous avez bien sûr une partie de la Sibérie. Et de l'autre côté, vous avez ici au Canada la possibilité aussi de voir. Alors cet arc auroral, il se déplace, il s'épaissit quand l'activité solaire est plus importante, et ça peut descendre même très bas. Là, ici, vous voyez la Floride, eh bien, on a des cas exceptionnels où l'activité solaire est très forte et où ça descend jusque-là. Alors pour ce qui est de barrage, l'arc auroral, il vient très rarement. Lors du précédent cycle solaire, en 2003, il y avait eu un maximum assez marqué. Et au mois d'avril, on avait eu des aurores boréales qui étaient visibles depuis toute la Provence. Les astronomes amateurs avaient fait des photographies d'aurores boréales. Mais c'est assez exceptionnel. Ça arrive, c'est pas arrivé d'ailleurs au cours du cycle actuel. Donc c'est même pas tous les 10 ans que l'on peut voir ce phénomène. Mais si vous allez dans les régions nordiques, donc Groenland, Islande, Norvège, Finlande, vous pouvez en voir pratiquement toute l'année. Ça, c'est un cliché pris également au mois de mars dernier à Islande. Ça, c'est un très beau cliché qui a été pris, je crois, par Jean-Luc d'Auvergne, c'est un journaliste de Ciel et Espace qui était avec nous l'an dernier ici à Barrage et qui a fait quelques images magnifiques d'aurore boréale à Islande avec un super matériel et un très grand angle. Ici, pour ceux qui connaissent l'Islande, sur le Jökulsárlón, la lagune glaciaire bien connue d'Islande. Donc vous avez à la fois dans le ciel et dans l'eau le reflet ici de cette très belle aurore boréale.